Et même les professionnels de santé ne m'ont pas aidée à l'époque, hein. Ma gynéco me disait: «Mais madame, vous êtes trop grosse, faut maigrir». Et elle m'a sorti quelque chose d'horrible. Elle m'a dit: «Arrêtez de manger, dans les camps de concentration, il y avait pas de gros». Waouh. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. On va parler alimentation, on va parler rééquilibrage alimentaire avec une psychothérapeute du comportement alimentaire, une hypnothérapeute puisqu'il sera question d'hypnonutrition et surtout une hackeuse du métabolisme. Il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de nourriture, quand on parle de ce qu'il y a dans nos assiettes. Et il est vrai qu'on entend tout et son contraire, on entend tout et n'importe quoi parfois, donc c'est important de remettre un peu l'église au milieu du village avec Frédéric Chataignier qui est mon invité. Bonjour Frédéric. Bonjour Marc, Merci de m'accueillir. infiniment. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est la question qu'on peut vous poser. Vous allez bien? Est-ce que votre santé est optimale avec tous les conseils, tout ce que vous suggérez? Est-ce que tout va bien aujourd'hui dans votre vie? Alors, j'ai envie de dire oui, tout va bien, mais ma santé n'est pas, comment dire? Je souffre d'une maladie chronique inflammatoire depuis toute petite. Ouais. Et effectivement, si je suis là aujourd'hui pour parler, que je suis en forme, que j'ai, je dirais mon poids de forme, eh bien c'est parce que j'ai dû, étudier, comprendre et me battre. Ouais. Et vous battre, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu votre parcours de vie. J'ai visualisé la fameuse scène qu'on va décrire dans un instant, dans cette jolie ville, la ville des parfums, à Grasse, avec votre fils. Et là, je me suis dit, waouh, vous revenez de loin. Oui, alors je suis pas la seule, hein, évidemment. Bien sûr, mais c'est Ouais. votre histoire et elle est forte. Elle est forte, elle est toujours forte et ça demande, La résilience. exactement, comme le dirait Boris Cyrulnik. Alors, on peut parler de ça, par exemple. Alors, effectivement, vous étiez dans le sud de la France. On est en 1999. Vous dites, je décris, hein, vous dites, je suis complètement épuisé, mon corps est lourd, je suis déprimé, je suis avec mon fils dans une petite voiture, la fameuse Twingo. Oui. Il pleut à seau, il y a un orage. Et il y a le toit ouvrant de la voiture qui est visiblement abîmé parce qu'on vous a Voler l'autoradio. volé l'autoradio, donc ce qui fait que toute la pluie tombe à l'intérieur de la voiture. Et là, vous vous dites, bon, what else, quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme on dit, j'étais au bout de ma vie, en fait. C'est ça, Hein. au bout de votre vie. Ouais. J'avais pris 40 kilos c'était ma première grossesse. Donc déjà, c'est pas normal, hein, de prendre 40 kilos. Et je n'arrivais pas à les perdre. J'étais en plein divorce, justement, avec mon fils de 3 ans et demi. Licencié économique? Licencié, mais la totale. La totale. La totale. Là, on dit souvent qu'on nous met les épreuves qu'on est capable de surmonter. Bah, aujourd'hui, oui, vous avez été capable, parce que vous avez bien rebondi et vous avez effectivement réussi à vous en sortir. Et vous vous posez une question que je trouve très intéressante et vous dites, si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Oui, et cette question, elle vient parce que je suis au moment où vraiment, j'ai l'intention de tout perdre. C'est-à-dire que j'ai vraiment des idées suicidaires, hein, il faut le dire. Et donc je me dis, mais en fait, si t'en es là, que t'es prête à tout perdre, ça veut dire qu'au final, tout est possible. Et il y a vraiment une sorte de déclic. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y avait de l'orage, effectivement, je suis sur cette pénétrante qui va à Grasse. Je roule de plus en plus vite parce que mon idée, c'est de me prendre le mur. Et je peux pas parce qu'il y a mon fils. Donc évidemment, moi, c'est une chose, mais mon fils, c'est pas possible, c'est la prunelle de mes yeux, donc non. Et en même temps, je vois les éclairs, et c'est vraiment ça, c'est comme si il y avait un sursaut de vie en moi, en fait, qui disait, mais attends, mais puisque tu es prête à tout perdre, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu peux tout faire? Tout devient possible. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton rêve? Et la première réponse que vous avez, je vais devenir thérapeute. Oui, psychothérapeute. Psychothérapeute. C'était ça. Parce que j'étais tellement mal psychologiquement que je me suis dit, bon, il faut que je comprenne ce qui se passe dans ma tête. J'ai un fils, donc il faut pas rigoler non plus, il faut que j'arrive à l'élever correctement. Et tout ça, c'est d'abord cette compréhension, ce besoin, cette curiosité, ce besoin de comprendre comment ça se passe dans le cerveau des êtres humains. C'est ce que vous allez faire? C'est ce que je vais faire. C'est ce que vous allez mettre en application. Donc allons-y, hein, les déménagements, la prise de conscience, bien sûr. Et les petits jobs alimentaires pour évidemment s'en sortir et suivre ce cursus.
que vous avez envie de mettre en place. C'est ça, c'est-à-dire que pour me payer... Alors là, dans les conditions dans lesquelles je suis au chômage économique, donc je gagne 800 € par mois. J'ai un loyer de 750, donc Et c'est pas grand-chose. c'est pas possible. Mmh. Pas d'allocation parce que mes parents sont les propriétaires de l'appartement, donc ça ne marche pas, mais ce sont des ouvriers, donc ils peuvent pas m'aider. Mmh. Et donc il faut déménager, effectivement, pour payer moins cher le loyer, et puis pouvoir nourrir mon fils. Donc je fais le ménage chez des particuliers. Je suis caissière à Carrefour à mi-temps, mais je me mets dans l'état d'esprit étudiante, puisque du coup je m'inscris au CERFPA, en cours du soir. Et en fait, c'est ça qui m'a aidée, de pas me voir avec ces petits boulots, mais vraiment comme étudiante. Je repars à zéro. J'ai 28 ans à l'époque. Bon, en tout cas, vous décrochez ce diplôme de psychothérapeute. Et vous dites, parce qu'on pourrait se dire, quel est le lien entre ce titre que l'on a mis pour illustrer évidemment l'émission qu'on enregistre, on a craqué le code de la minceur. Vous avez ces problèmes de poids avec cette maladie immunitaire, avec ensuite la grossesse, on l'a bien compris. Donc là, il y a aussi une prise de conscience et un lien que vous faites après vos études de psychothérapeute. Le premier lien, c'est d'abord, j'ai besoin d'être bien psychologiquement pour pouvoir m'attaquer à ces kilos. Parce que faire un régime, c'est même pas la peine. Je peux pas, je suis accro au sucre. Je suis pas boulimique parce que je ne peux pas vomir, mais je suis plutôt hyperphagique, c'est-à-dire que je vais manger tout et n'importe quoi. À l'époque, je suis la pire de mes patientes. Donc malbouffe, l'hygiène de vie zéro, pas de sport parce que je fais de l'asthme d'effort. Et on est dans cette société qui nous impose évidemment des tas d'informations, du marketing à outrance sur les régimes ceci, les régimes cela, en plus sur la Côte d'Azur, à Grasse évidemment, il y a un peu le culte du body summer, comme on dit, etc., etc. Donc tout ça ne vous aide pas, j'imagine. Non, ça n'aide pas, et même les professionnels de santé ne m'ont pas aidé à l'époque. Hein. Ma gynéco me disait, mais madame, vous êtes trop grosse, faut maigrir. Et elle m'a sorti quelque chose d'horrible. Elle m'a dit, arrêtez de manger, dans les camps de concentration, il n'y avait pas de gros. Waouh. C'est intelligent, ça. Très. Qu'est-ce que vous allez faire alors? À ce moment-là, je vais d'abord beaucoup travailler sur moi, je vais pleurer pendant 2 ans. Ok. Ça a duré 5 ans pour être psychothérapeute quand même, donc ça a été un long chemin. Mais en parallèle, je vais m'intéresser à la nutrition parce que je comprends que tout n'est pas psychologique, tout n'est pas physiologique. Donc il faut arriver à faire les ponts entre tout ça. Et c'est là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, 25 ans après, où les ponts sont faits et... Quand vous regardez un petit peu votre parcours et tout ce que vous avez fait, vous vous en sortez vachement bien quand même. C'est vrai. Vous pouvez être fier de ça quand même. J'en suis fière. Vous pouvez. J'en suis fière si ça aide les autres. Ouais. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas et ça marche bien. Alors vous dites, c'est drôle parce que vous dites, je suis une hackeuse du métabolisme, je suis la pionnière de l'hypnonutrition en France. On va voir comment est-ce que vous avez mis ces process. Est-ce que il y a saturation d'informations, vous pensez, quand on commence à parler de ces sujets et d'alimentation et d'émotions, et parfois on dit tout et son contraire. Exactement. Je pense qu'il y a une overdose. Et des pontes de la médecine, des nutritionnistes et autres, qui racontent, qui s'opposent même dans leur discours. Très difficile, au niveau du grand public que nous sommes, de comprendre et de s'en sortir et de faire la part des choses. Sans notion de ce qu'est la méthode scientifique, je crois qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est pas une question de débat, en fait. Il faut regarder, je dirais, les sources scientifiques qu'on a à l'heure actuelle. Il y a quand même pas mal de méta-analyses. Il y a même un consensus scientifique sur ce dont on va parler après, la charge glycémique. Et je ne comprends pas que ce ne soit pas encore su, connu et utilisé de nos jours par tous les professionnels de santé. En préparant l'émission, je l'ai découvert, ça. Oui. Il y a des applications maintenant qui le permettent. On va expliquer ce qu'est évidemment cet indice de charge glycémique. Mais il y a des chiffres sur le surpoids. J'ai vu ça ce matin. L'INSERM publie en 2024. 48% des adultes sont en surpoids ou en obésité. 48%, une personne sur 2. Incroyable. Et près de 19% de la population en situation d'obésité. Ça fait 10 millions de personnes. C'est les chiffres qui se multiplient par 4 depuis 1997. Et ça n'alerte personne. Enfin, on a cette information, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est étrange, effectivement, c'est qu'on se dit, on a de plus en plus de régimes et de méthodes qui sortent, mais de plus en plus de problèmes d'obésité. Oui. Donc il y a bien un problème à la base, fondamental, qu'il faut regarder. Quelle est votre analyse de ça? Mon analyse, c'est qu'on a tendance à ne prendre le problème que sur un seul facteur à la fois,
alors qu'il faut regarder tous les facteurs. Évidemment, c'est pas facile. Ça demande de faire des ponts entre plusieurs disciplines. Et c'est ça qui est difficile, c'est que les professionnels de santé, souvent, sont dans une seule discipline. Donc, il faut faire des ponts sur différentes disciplines. Et il faut arrêter de mentir aux gens. Arrêter de leur dire que maigrir, c'est facile, il suffit de manger moins de calories que vos besoins. Mais non. Si c'était aussi facile que ça fonctionnerait. J'ai toujours en mémoire, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y avait une image d'une plage, je crois que c'est une des plages de Biarritz, en 1950, et la même plage sous le même angle en 2023 ou 2022, je ne sais plus. La différence est fulgurante. C'est-à-dire qu'en 1950, tous les gens sont sveltes. Et aujourd'hui, oui, on a bien compris qu'il y a un problème. J'ai envie quand même de dire une petite chose. C'est pas le fait d'être en surpoids qui est problématique, parce que tout le monde peut avoir le poids qu'il veut. C'est au niveau santé, c'est au niveau bien-être, et par rapport aux enfants, parce que c'est l'obésité, le surpoids chez les enfants qui augmente aussi. Et évidemment que c'est pas parce qu'on est mince qu'on sera en bonne santé, mais plus on est en surpoids, plus on est en obésité, et plus les facteurs de risque sont élevés. Alors, il y a des idées reçues sur les régimes, sur l'accompagnement alimentaire et on va voir sur le métabolisme. La première idée reçue, c'est de dire bien manger, ça coûte cher. Vrai ou faux? Faux. On dit bien manger, ça coûte cher parce qu'on pense manger bio. Donc bio, ça coûte plus cher. Mais si on mange bien, déjà, on va manger moins de viande. Donc, et c'est quelque chose qui coûte plus cher que le reste. Donc, les fruits et les légumes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et on peut très bien avoir une alimentation équilibrée, de bonne qualité, pas forcément bio, parce qu'on peut aussi aller chez les petits producteurs, sans que ça revienne cher. On peut avoir le même panier, voire même moins cher. Ça, c'est fou, hein. C'est d'une idée qui est bien ancrée dans l'esprit des gens. Alors, qui remettent aussi en question le bio, parce que là aussi, il y a beaucoup à dire sur le bio. Il y a une tendance très marketée, si je puis dire. Bon, c'est pas le sujet. L'autre idée reçue, c'est notamment sur le calcul de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Est-ce que ça, je l'ai posé à des dizaines de personnes, est-ce que ça c'est fiable ou est-ce que ça ne l'est pas, le fameux IMC? Ça ne peut pas être fiable à partir du moment où la masse musculaire est en jeu, c'est-à-dire que si vous avez un athlète, un haltérophile, son IMC, il va être en obésité, mais ce sera pas du tout la même chose que quelqu'un qui va avoir une surcharge pondérale de la masse grasse, on va dire, au niveau du foie, par exemple. Donc non, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un IMC tout à fait correct, mais qui a une stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras. Donc non. Quand vous voyez des campagnes publicitaires qui vous disent « calculez votre IMC et en fonction de ça, vous pouvez adapter, entre guillemets, le régime qu'il vous faut », non, chacun est différent et il faut regarder la masse musculaire, il faut regarder la masse grasse, il faut regarder le profil particulier de la personne, toute son hygiène de vie. Donc non, ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, quand vous dites « je suis une hackeuse du métabolisme », hackeuse qui veut dire vous avez cassé un peu les codes, vous êtes allé chercher évidemment ce qu'on ne sait peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis une hackeuse du métabolisme? Une pirate, du métabolisme. C'est parce que je suis feignante et donc j'ai envie d'aller à ce qui marche le plus vite possible, tout en ayant optimisé, on va dire tout. Donc comprendre d'abord comment notre métabolisme fonctionne, d'un point de vue physiologique, mais pas que, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas, attention. On a besoin de trouver des raccourcis, parce que notre cerveau, en tant qu'humain, est feignant, quoi qu'il arrive. Il va aller chercher le raccourci, quoi que vous fassiez. Donc pour maigrir, pour être en bonne santé, ça va être la même chose. On va avoir tendance à chercher des raccourcis. Et c'est ça, hacker, c'est qu'est-ce qui fonctionne réellement, est-ce qu'on en a les preuves scientifiques, et comment je peux optimiser en fait mon métabolisme, mon alimentation, mon hygiène de vie, etc., sans que ça me coûte d'un point de vue psychologique. Parce qu'on le sait, si c'est trop compliqué à mettre en place, je vais rentrer dans les TCA, les troubles du comportement alimentaire après. Donc il faut quelque chose qui puisse me convenir à vie. Donc il ne faut pas que ce soit coûteux psychologiquement. Ça veut dire qu'il faut du cas par cas? Alors de toute façon, il faut du cas par cas. On ne peut pas faire une méthode généralisée? Non, on ne peut pas faire une méthode généralisée, mais il y a quand même des bases. C'est-à-dire que justement, la physiologie reste la même, et après, il va y avoir quelques spécificités à prendre en compte. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des
praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors vous êtes aussi adepte de l'hypnonutrition. Hypnose. Oui. Auto-hypnose. Aussi. Et comment arrive cette dimension de l'hypnose dans votre expertise? Alors c'est marrant, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et ma meilleure amie m'a fait remarquer qu'à 12 ans, dans la cour de l'école, je l'hypnotisais déjà. Donc c'était vraiment la curiosité. Et je suis allée étudier d'abord l'hypnose ericksonienne, donc qui est quelque chose de très connu, de thérapeutique, de Milton Erickson. Et puis, j'ai eu cette envie d'apprendre un petit peu plus les différents courants d'hypnose, donc l'hypnose classique, l'hypnose de spectacle. Et c'est là où je suis allée à Las Vegas apprendre l'hypnose de spectacle. Wow. Et j'ai eu la chance de rencontrer Sheila Granger, qui est la pionnière de The Virtual Gastric Band, donc l'anneau gastrique virtuel. Exact. Que j'ai appris avec elle. Et qui marche? Alors, oui, si vous mettez tout le reste en place, si vous ne comptez que là-dessus, c'est pas une méthode miracle. L'hypnose en soi, on va le voir, ça fait partie d'un des piliers fondamentaux. Oui. Il y en a 7. Alors, il y a 4 piliers. 4 piliers. 4 piliers. Oui, il y a 4 piliers, mais il y a 7 étapes de la fameuse de votre méthode. Alors, dans l'un des livres, effectivement. Oui, mais là, on est arrivé vraiment à 4 piliers fondamentaux. Et l'hypnose va être dans ce qu'on appelle la charge mentale. C'est ça. Donc, voilà, exactement. On a d'un côté la charge glycémique, où là, c'est versus calories. On a la charge inflammatoire, qui est extrêmement importante. La charge toxique, c'est là où le bio va entrer en jeu. Et la charge mentale, on va avoir l'hypnose, entre autres, le sport, etc. Si on peut mettre le visuel, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose de l'avoir mis sur l'écran. Voilà, merci. Voilà, donc effectivement, il y a ces 4 piliers essentiels. Ça veut dire que, quelle que soit la problématique qu'on a en termes de surpoids ou d'obésité, on doit faire un travail au travers de ces 4 angles-là. Les 4 sont indispensables. Si on ne prend, par exemple, un régime hypocalorique, il est du côté, pour moi, on va dire charge glycémique. Il ne prend pas en compte la charge glycémique, il prend en compte l'index glycémique. Il va falloir qu'on en parle. C'est pas suffisant. Absolument. Et si on prend pas, il va travailler donc sur l'insuline, qui est l'hormone qui va stocker le sucre qu'on va manger en gras. Je fais des raccourcis, évidemment. Mais si on ne prend pas en compte la charge inflammatoire, l'insuline peut être bloquée par la propension inflammatoire des aliments qu'on va manger. Donc peu importe les calories ou la charge glycémique qu'on va choisir, si notre alimentation est inflammatoire, on n'aura pas le résultat escompté. Évidemment. Mais si on fait attention à la charge inflammatoire et glycémique, mais qu'on ne mange pas bio et qu'on a des aliments bourrés de perturbateurs endocriniens et de pesticides, ça ne marchera pas non plus. Et si on a un stress qui est trop élevé, on va avoir le taux de cortisol qui va être élevé, ça va avoir une incidence sur l'insuline, toujours notre fameuse hormone, et ça ne marchera pas non plus. Donc il faut absolument prendre tout en compte pour que ça fonctionne. Absolument. Alors justement, sur cette charge glycémique, quand on décide effectivement de se prendre en main et que on a souvent le premier réflexe, c'est l'IMC. On en parlait tout à l'heure, l'indice de masse graisseuse, et on se dit, oh là là, je fais des calculs, effectivement, je suis dans le rouge, ou tout va très bien, etc. Bon. Est-ce que la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par calculer le taux de charge glycémique? Alors, oui, c'est la première... C'est la première chose à faire, avant même l'IMC. Alors, en fait, l'IMC, c'est juste, en gros, on se met sur la balance et on voit qu'on est en surpoids. Oui. Bon, on ne sait pas exactement si on a trop de masse graisseuse ou si on a une bonne masse musculaire, mais on sait qu'on est en surpoids. Mais c'est plus le bien-être intérieur. Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que je me sens mal? J'ai du mal à marcher. Voilà, l'image de moi ne me convient pas. C'est plus ça. Et quand on veut vraiment commencer à perdre du poids, l'IMC sert plus à rien. C'est la charge glycémique qu'il va falloir regarder au-delà des calories. Est-ce que je peux en parler un peu? Bien sûr, bien sûr. D'abord, comment on le calcule et comment est-ce qu'elle se met en place? Il y a des outils pour ça. Exactement. Alors,
jusqu'à maintenant, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde dit dans la diététique classique, et ce qu'on a appris depuis les années, alors je veux dire, ça remonte à 1940, quelque chose comme ça, c'est Lulu Ann Peters, hein, qui est la première à avoir écrit un livre, qui est une femme médecin américaine, qui a décrété que les calories étaient un problème. Et elle a fait un best-seller là-dessus. Sauf que c'est pas ce que disaient les scientifiques déjà à l'époque. Hein. Elle a décrété, elle a d'ailleurs écrit un livre complètement grossophobe. Quand on le lit, c'est une aberration. C'est vrai. Oui. Et elle est partie du principe que c'est très simple. Si on mange trop de calories par rapport à nos dépenses, on prend du poids. Sauf qu'on oublie une chose fondamentale, c'est que la quantité de calories, c'est une chose, mais la qualité de ces calories. Alors, on a entendu parler des calories vides, par exemple. Et on a commencé à parler en 1980 avec Jenkins de l'IG, l'index glycémique. Et tout le monde encore est sur l'index glycémique. L'index glycémique, ça nous donne une information sur la capacité de l'aliment à augmenter le taux de glucose dans le sang. Ok, c'est une chose. Mais ça ne prend pas en compte la portion, la quantité de glucides dans la portion qu'on va manger. Et oui, c'est ça. Il manque une information fondamentale ici. Donc, c'est un premier pas, mais c'est loin d'être suffisant. Donc, comment on calcule la charge glycémique ? C'est des maths, c'est un peu rébarbatif. C'est pour ça que du coup, avec mon équipe, on a mis en place une application, parce que sinon, c'est pas possible. On va prendre l'index glycémique de l'aliment. On va prendre aussi la quantité de glucides qu'il contient. Et on va le diviser par 100. En fait, on va avoir une charge glycémique, donc on va multiplier l'index glycémique par la quantité de glucides et on va diviser par 100, ce qui nous donne la charge glycémique pour 100 grammes d'aliments. Pour 100 grammes, j'allais vous dire quel est le grammage de la portion. Puisqu'on le fait par portion. Quelle portion je vais manger. Bien sûr. Donc là, on est soit obligé de calculer quelle portion je mange, ou alors on peut utiliser maintenant notre application où il va y avoir directement la portion. C'est plus simple. Hein. Exactement. C'est plus simple parce que je vais vous dire, c'est avec ce genre d'analyse-là qu'il y a un côté tout de suite réfractaire de celui qui est déjà en souffrance. Si vous êtes déjà en souffrance et qu'on commence à vous mettre ça dans la tête, alors qu'on a bien compris que c'est quelque chose d'absolument essentiel, mais il y a tout de suite, en disant, s'il va falloir que je calcule mon dosage, mon truc, est-ce que je peux manger, attention, et combien il y a, quelle est la masse. On avait déjà ça avec les calories. Calculer les calories, c'est rédhibitoire, honnêtement. Même moi, je le fais pas. Et c'est pas l'essentiel, donc heureusement. En revanche, calculer la charge glycémique au démarrage, c'est important. Après, on va vite comprendre que la charge glycémique, elle ne concerne que les aliments qui contiennent du sucre. Donc, les protéines, les matières grasses, ne sont pas concernées. Elles sont concernées par la charge inflammatoire, c'est autre chose. Donc, si on veut connaître la charge glycémique de notre repas, et on va voir de notre journée, parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est un petit peu comme pour la glycémie. En fait, on est entre 80 et 120. Donc, dans une journée, si on est entre 80 et 120 de charge glycémique, on va maintenir notre poids. Si on est en dessous de 80, il y a des chances pour qu'on puisse perdre de la masse grasse. Si on est au-dessus de 120, on va prendre de la masse grasse. Donc, on a besoin, évidemment, de comprendre où on en est chaque jour, au début, parce qu'après, on comprend très vite comment ça fonctionne. Et pour ça, le calculateur charge glycémique, il est gratuit, je tiens à le préciser. Ça se télécharge sur son téléphone, ça s'appelle Good Sésame. C'est ça. C'est une application qui va avoir aussi 9000 recettes, au minimum, parce que ça augmente tous les jours. Et dans le profil, on peut avoir accès au calculateur de charge glycémique et du coup, avoir accès à toutes les recettes, autant celles de mon livre aussi, où j'ai calculé, alors là je me suis amusée, j'ai calculé 450 charges glycémiques de recettes. C'est sur Self-Hacking. Sur celui-là. C'est ça, le self-hacking, on va en parler tout à l'heure aussi. Et donc, le but, il est vraiment d'arriver à être en dessous de ces 80, à moins d'être très sportif, parce que plus on fait du sport, évidemment, plus nos dépenses en sucre, parce que dans nos cellules, c'est la molécule de glucose, donc de sucre, qui va être dépensée pour fabriquer de l'énergie. Donc, évidemment, plus je dépense de l'énergie, plus je bouge, plus ma charge glycémique quotidienne peut augmenter. Bien sûr, bien sûr. On revanche, adapte en fonction du rythme de vie et des activités qu'on peut avoir. Évidemment, c'est important. Ce qui est bien aussi dans ces recettes, il y a du sucre. Oui, bien sûr. On peut manger de tout. Le but, il n'est pas d'être au régime. Il est d'avoir une alimentation équilibrée qui puisse
ne pas être frustrante, donc qui puisse être gourmande. Moi, je mange, alors pas du sucre blanc, évidemment, je vais l'éviter parce que je sais que la charge glycémique va être plus élevée, mais je vais aller vers le miel, vers les dattes, vers le sucre de coco, l'érythritol avec un petit bémol, parce qu'il faut faire attention à la quantité. Il y a des crêpes, il y a des gaufres. On peut manger de tout. On peut manger de tout. Est-ce que vous avez banni définitivement de votre vocabulaire le mot régime? Alors, on peut pas le bannir totalement parce que régime, ça veut juste dire un ensemble de règles. Et là aussi, je donne un ensemble de règles. Donc, concrètement, ça reste un régime. Ouais. Mais ce n'est pas un régime hypocalorique ou un régime restrictif, un régime qui va amener de la frustration, qui peut amener vers des troubles du comportement alimentaire ou le yo-yo. Et en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les personnes qui font le yo-yo ont plus de risques pour leur santé que les personnes qui restent en léger surpoids. Donc parfois, il vaut mieux rester à un poids qui est un petit peu plus élevé que ce qu'on voudrait, alors je ne parle pas de l'obésité évidemment, mais que de faire le yo-yo. Ah, ça c'est une information intéressante, parce qu'on s'imagine, beaucoup pensent que effectivement ça fluctue un peu. Avant l'été on fait attention parce qu'on va se mettre sur la plage, et puis en hiver on reprend un petit peu parce qu'une bonne raclette c'est toujours bienvenu, etc., etc. Et ça c'est pas bon. Alors si on parle de 2-3 kilos, oui, c'est pas grave. C'est pas voilà, grave. Non, Okay. moi je parle d'une dizaine de kilos. Ouais, voilà, si on fluctue de 10 kilos en 10 kilos, là c'est très mauvais pour le métabolisme en lui-même. Ça va fatiguer les différents organes et ça élève les facteurs de risque cardiovasculaires. Alors ça, on peut le comprendre, mais dire qu'effectivement c'est plus dangereux que le fait d'être un peu au-dessus de la norme de ce qui est préconisé et de ce que votre corps dit. Mais avoir 10 kilos, 15 kilos de trop, c'est pas forcément grave du tout. Ça dépend où est placée cette masse grasse. Si elle est dans les hanches, les fesses et les cuisses, aucun souci pour la santé. C'est à partir du moment où elle va être sur les organes vitaux comme le foie, le système digestif, et surtout le foie principalement, qui va poser problème. Dans les idées aussi qui reviennent régulièrement, c'est le temps. C'est-à-dire que on a toujours cette sensation de se dire ça va être long. On entend aussi très souvent des spécialistes, des professionnels nous dire voilà, si vous perdez 1,5 kg, 2 kilos par mois, c'est déjà très bien. Mais on a quand même le sentiment, on se dit souvent, et le raccourci qu'on en fait, c'est de dire ça va être long, quoi. Si j'ai 20 kilos à perdre, il va me falloir une année. Et en réalité, c'est pas vraiment nous qui choisissons combien de kilos on va perdre, hein, c'est notre propre métabolisme. Donc certaines personnes peuvent perdre plus vite que d'autres. Ça va dépendre de l'âge, de l'activité physique, du métabolisme de base, donc de la masse musculaire. Ça va dépendre de plein de facteurs. On ne choisit pas combien on veut perdre de poids. En tout cas, pas quand on a une méthode équilibrée. L'activité physique, vous en avez fait? Je marche beaucoup. Je fais du renforcement musculaire. Alors là, j'ai un hack, super, un raccourci, grâce à certains coachs sportifs qui l'enseignent très bien. Le renforcement musculaire, c'est-à-dire que je vais commencer à chauffer mes muscles, et surtout les bras, parce que les bras, c'est ce qui consomme le plus, en fait. Donc je vais aller au plus vite. Je vais chauffer mes muscles avec 10 mouvements. Alors ça peut être à la salle de sport, ou ça peut être avec des poids à la maison. Et une fois chauffé, donc je vais faire 10 mouvements, je vais aller prendre le poids le plus lourd possible, que je puisse tolérer, évidemment, et faire 4 à 6 mouvements maximum. C'est-à-dire que si je peux faire plus de 6 mouvements, c'est que c'est pas le plus lourd que je peux faire. Et là, à partir de là, je vais avoir utilisé on va dire, le meilleur de mes muscles. Donc je vais aller puiser mes ressources en sucre, justement, donc ma fameuse charge glycémique, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est plus intéressant. On a le sentiment que, pour revenir sur cette charge glycémique, j'ai l'impression que c'est un peu le pilier du système. C'est-à-dire qu'on commence par ça, et puis tout gravite autour pour déterminer quel accompagnement on va faire, et qu'est-ce que, j'allais dire, on s'impose, en tout cas, on met en place pour se sentir bien et équilibrer notre vie. Alors, c'est vrai que c'est le pilier. On commence par ça, parce que j'ai envie de dire, c'est plus facile pour les gens de comprendre, puisqu'on est au plus près des calories de ce qu'on connaît. Mais on va très vite sur la charge inflammatoire, parce que l'obésité, c'est une maladie de l'inflammation. Et donc, si on ne s'occupe pas de la charge inflammatoire, ça ne sert à rien. Et évidemment, charge toxique et charge mentale aussi, parce qu'encore une fois, tout gravite. Mais vous parlez beaucoup des émotions. Hein. Aussi, oui. Ouais, c'est important. C'est indispensable. Indispensable pour avoir déjà aussi la motivation de mettre en place les choses. Parce que si on est trop mal avec soi-même, si on est plutôt en symptômes dépressifs,
on va pas trouver la force d'aller même calculer la charge glycémique. Mmh. Donc parfois, selon les personnes, on va plutôt s'attaquer à la charge mentale en priorité et aux émotions. La petite touche du sucré. Oui. De fin de repas. Mmh. On se l'accorde? Bien sûr. Ouais. Oui, pas à n'importe quel moment et encore une fois selon notre profil. Si on a tendance à être mal dans sa peau, on va éviter le sucre le matin. Ça, c'est par rapport à la sérotonine, par exemple. Et en revanche, oui, à la fin du repas, à 13h, par exemple, le carré de chocolat à 70% va être très bienvenu. Ouais. Donc, ça fait du moralement, c'est important. Oui. Et même le soir? Alors, le soir, c'est autre chose. Oui, il peut être bienvenu sous différentes formes. Je dirais à 16h, le goûter. C'est là où les fruits sont idéaux. Vraiment. Le soir, c'est un peu plus compliqué. Ça va dépendre vraiment de chaque personne. Et des besoins psychologiques aussi et physiologiques. Donc parfois, oui, le petit carré de chocolat le soir va faire du bien. Oui. Mais il va contenir un dérivé de caféine. Donc attention si on a des troubles du sommeil. Et c'est une question de quantité, évidemment. Si on mange 2 carrés, ça pose pas de problème. Et c'est là aussi que c'est intéressant de vous entendre parce que tout le monde n'est pas d'accord sur cette analyse. Je parlais notamment sur un exemple du petit déjeuner. Ça aussi, c'est incroyable. On entend tout et son contraire. Vous avez des gens qui vont vous dire, et qui restent peut-être sur un vieux dogme ou un vieux cliché de l'époque, qui consiste à dire le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. J'ai grandi avec ça. Mais c'est pas faux. Et d'autres qui vont vous dire, mais ça n'est pas une obligation. Si vous sentez que vous n'avez pas faim le matin, ne mangez pas. Ça va dépendre de chaque profil et de ce qu'on veut comme résultat. Ce qu'on est en train de voir par rapport aux études scientifiques, c'est que nos hormones, le matin, ont besoin d'être nourries. Et si vous êtes une femme avec des troubles du comportement alimentaire, oui, le petit déjeuner va être extrêmement important. Mais si vous êtes un homme sportif, sans trouble du comportement alimentaire, non, votre petit déjeuner ne sera pas forcément important. Un enfant qui n'a pas faim le matin, on lui dit toujours, tu peux pas aller à l'école le ventre vide. On a toujours dit ça. Oui, mais Marc, il faut regarder ce qu'il a mangé la veille au soir. S'il n'a pas faim le matin, c'est peut-être qu'il a mangé des choses qui ne lui convenaient pas le soir et qu'il est toujours en train de digérer son repas du soir. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément l'idéal. Alors après, il y a aussi l'histoire du petit déjeuner chez les enfants, mais décalé. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui, à 7h30, avant de partir à l'école, n'ont pas faim. Exactement. Mais par contre, à 10h, effectivement, ils vont avoir une fringale incroyable. Et là, c'est l'idéal, d'avoir le petit déjeuner à 10h, d'avoir un encas. Effectivement. Encore une fois, c'est en fonction de chaque profil. Donc, pour certaines personnes, le petit déjeuner va être fondamental, comme je le dis, une femme avec des troubles du comportement alimentaire, par exemple. Sinon, le fait de sauter le petit déjeuner va augmenter les risques de compulsion dans l'après-midi, voire la soirée. C'est ça que je dénonce souvent. C'est que chez les professionnels de santé, on a entendu effectivement tout et son contraire. Parfois, on a mis en place des règles établies où on dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Or, vous dites, oui, il y a des règles. En revanche, on les adapte en fonction de tout, de nos émotions, de notre rythme de vie, de nos activités physiques, sportives, etc. Donc, on adapte les choses. Exactement. Ça. Ce qui est vrai pour une personne ne sera pas nécessairement pour l'autre. Alors, revenons sur l'hypnose, parce que c'est intéressant, et vous parlez donc de l'hypnonutrition. Vous êtes formé à cette hypnose. Comment est-ce que ça se pratique concrètement ? Concrètement, on va utiliser les séances d'hypnose pour apaiser le système nerveux. Donc on va être du côté charge mentale, là, à ce niveau-là. Apaiser le système nerveux et la pression sanguine aussi, en l'occurrence, pour aider au changement du comportement alimentaire. Donc ça va être un raccourci pour aller plus vite, pour être plus vite motivé, pour mettre en place les choses, pour se projeter aussi dans du positif, sortir de ses croyances limitantes et vraiment aller gérer ses émotions d'une meilleure façon. Enfin, c'est une aide pour gérer ses émotions, en fait. Et je dis souvent, il ne faut pas mincir pour se sentir mieux, il faut se sentir mieux pour mincir. Donc, commençons par les émotions. Voilà. Encore une fois, selon les profils, pour certaines personnes, il faut d'abord commencer par les émotions. Parce que quand on a préparé l'émission, on s'est dit, hypnonutrition, ça veut dire que vous allez mettre en place un process dans notre subconscient par l'hypnose pour nous dire, bah voilà, c'est pas bien de manger du sucre, ou c'est pas bien. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Faire en sorte que, voilà, on reprogramme, on change de paradigme grâce à l'hypnose, en se disant, bah ça, ces aliments-là, lorsque vous allez sortir de la séance, vous ne les mangerez plus, parce que sous hypnose, on a fait en sorte que, vous voyez ce que je veux dire ?
Alors oui, c'est compréhensible. En fait, on va plutôt aller du côté positif, c'est-à-dire que c'est bien, Ouais, ok. d'accord, d'avoir une hygiène de vie équilibrée. Et on va expliquer à l'oral, si on explique à quelqu'un que l'alcool, par exemple, c'est un véritable poison pour le foie, on est à même de le comprendre. Après, si la personne a un problème avec l'alcool, l'hypnose va aider. Où on va vraiment mettre des déclics, on va travailler avec des métaphores, autant pour faire comprendre à l'inconscient aussi que, effectivement, l'hypnose, l'alcool, c'était peut-être une solution pour gérer des émotions. La personne n'a pas trouvé un autre moyen pour gérer des émotions qui sont insupportables pour elle, et c'est l'alcool. Et là, on va montrer à l'inconscient comment, en fait, il est capable de gérer ses émotions autrement qu'avec l'alcool ou la nourriture. Est-ce que c'est valable en une séance? Ça fonctionne sur beaucoup de personnes en une séance, oui. C'est là où on fait des raccourcis, en fait. L'hypnose a cet avantage d'aller très vite à l'essentiel. Il va parler à la partie de nous, l'inconscient, encore une fois, qui est à la base de nos comportements intuitifs, on va dire, comme on dit, c'est plus fort que moi, par exemple. C'est cet inconscient qui va travailler, donc qui a besoin d'entendre certaines choses. Est-ce que vous avez... j'aime bien demander à ceux et celles qui s'installent sur ces canapés, qui nous racontent une histoire d'un avant-après. Vous avez une histoire qui vous a profondément touché, de quelqu'un que vous avez accompagné, qui arrive avec une problématique sans doute émotionnelle, qui se répercute ensuite sur une prise de poids ou une gestion du poids compliquée dans sa vie, et qui, après avoir suivi soit vos lectures, soit la pratique de l'hypnonutrition, a changé de vie? Oui, il y en a beaucoup. J'imagine. Mais une qui vous aurait marqué, alors, une histoire? Qui m'a marquée parce que je pense que ça lui a vraiment sauvé la vie. C'est un homme d'ailleurs qui avait une obésité réelle et un problème avec l'alcool justement. Donc l'alimentation et l'alcool. Et il est venu à un stage. À l'époque, je faisais des stages il y a 10 ans de ça sur Paris. Il est venu à un stage de 2 jours pour apprendre et on avait 3 séances d'hypnose. On a travaillé justement sur les différents aliments qui pouvaient poser problème et trouver des solutions plus en adéquation avec l'hygiène de vie. Et effectivement, il a perdu en 6 mois, il a perdu 45 kilos. Waouh! Et il m'a écrit un message qui a été parlant. Il a même fait, d'ailleurs, il est dans les témoignages parce qu'il a même fait un témoignage vidéo. Il faisait de l'apnée du sommeil, il n'en faisait plus. Ouais, voilà. ça c'est le surpoids typique. Donc 45 kilos en moins, plus d'apnée du sommeil. Et surtout, il me dit ce qui est incroyable, c'est que quand il était amateur de bon whisky, mais tous les soirs. Et après les séances d'hypnose, quand il approchait le whisky de son nez, il avait une répulsion automatique. Ça, c'est donc grâce à l'hypnose. Ça, c'est grâce à l'hypnose, tout à fait. Son inconscient a compris que ce n'était pas une aide pour lui, c'était devenu un ennemi, et donc il y avait d'autres choses à mettre en place. Et typiquement, sur l'alimentation, on peut avoir le même rejet face à, je sais pas moi, un paquet de bonbons ou des gâteaux ultra caloriques. On peut avoir le même sentiment? Ça arrive, on peut très bien le travailler pour quelqu'un qui a justement de gros problèmes compulsifs avec ce type d'aliments. Alors on le fera jamais sur des aliments qui ne posent pas de soucis. C'est-à-dire du fromage. Des brocolis. On a demandé, non, les brocolis, non. Ou le fromage. Non, le fromage, on est en France. Ouais, c'est bon, un bon fromage, bien sûr. En revanche, oui, des aliments comme effectivement un paquet de bonbons, là, oui, pas de souci. On peut travailler pour que la personne soit dégoûtée des bonbons quand elle les voit. Et en une séance, c'est possible alors? Et en une séance, c'est possible. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. On va aller travailler le subconscient. Ce sont vraiment des déclics instantanés. Alors, on va revenir évidemment sur chacun de vos ouvrages, parce que qu'est-ce que vous produisez beaucoup? Je ne suis pas en couple. Donc j'ai le temps. J'ai le temps, et quand j'ai un peu de temps, eh bien je vais aller vous écrire un petit peu toute l'évolution parce que on pourrait s'imaginer que tout a été écrit sur l'alimentation, sur les recettes véganes, les recettes végétariennes, etc. Mais il y a votre marque, aujourd'hui vous êtes une marque. Oui, tout à fait. La méthode Châtaignier est une marque, et l'hypnonutrition aussi d'ailleurs. Absolument. Et vous savez que quand vous tapez dans le chat GPT, donnez-moi des informations sur la méthode Châtaignier, il vous sort l'intégralité des idées reçues parfois, ou des choses sur les recettes, sur les références de vos ouvrages. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous répondez aussi aux personnes qui dénoncent un petit peu, parce que là, vous avez écrit par exemple végane et végétarienne, avec les recettes que vous préconisez.
certains disent ah ça y est, les ayatollahs voilà du véganisme, les ayatollahs des végétaliens même parfois, au secours. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce serait bien d'être un peu tolérant. Ouais. On a besoin de tolérance, s'il vous plaît. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut, chacun mange ce qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai. Donc on a beaucoup dans notre patientèle, beaucoup de personnes qui sont véganes. Mmh. Je ne le suis pas moi-même. En revanche, je ne mange plus de viande. Ok. Voilà. C'est-à-dire que vous avez diminué les quantités de viande. Drastiquement, jusqu'à n'en manger quasiment plus. Et vous sentez vraiment une différence sur votre... Sur l'inflammation. Sur l'inflammation, ouais. Sur l'inflammation, c'est fulgurant. Et c'est difficile pour moi parce que je suis berrichonne à la base. Ouh. Donc, viande, fromage, etc., saucisson, bien sûr. c'est de chez nous. Ouais. Bon, c'est difficile parce que, au niveau gustatif, c'est quelque chose que j'aimais et que j'ai appris à aimer de moins en moins. Parce qu'on va dire, oui, mais alors tu manges plus que tu aimes. Si, j'ai appris à aimer de moins en moins parce que je vois l'effet que ça a sur ma santé, justement. Alors, je n'ai pas arrêté totalement de manger de la viande. Après, d'un point de vue éthique, j'aimerais bien qu'on arrête de faire du mal aux animaux aussi. Et c'est compliqué, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. En revanche, si on peut effectivement aller trouver de la viande chez des éleveurs, je dirais, éthiques. Oui, dignes de ce nom. Voilà. Et éviter totalement de consommer des viandes industrielles, c'est l'idéal. Donc, chacun est libre de manger ce qu'il veut. Et le but de la méthode, c'est justement de pouvoir accompagner tout le monde, quel que soit votre cas, votre profil et vos préférences. Est-ce que vous avez eu des échecs? Oui, des échecs. Et vous savez pourquoi? Oui, généralement, ce sont des personnes qui sont pas prêtes, en fait, à faire l'effort, j'ai envie de dire, de regarder parce que tout ce qu'il y a à mettre en place. Parce qu'encore une fois, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est un chemin qui est accompagné. Mais si vous venez avec, dans l'esprit de vous dire l'hypnose va changer mon comportement, je vais manger moins et je vais maigrir parce que de toute façon pour maigrir, il suffit de manger moins calorique, ça ne marche pas. Donc les échecs que j'ai pu avoir sont des personnes qui sont restées sur l'hypocalorie tout en voulant faire la méthode Châtaignier et là c'est très compliqué. On ne peut pas tout mélanger, il y a des choses à comprendre parce que notre organisme a besoin de ces fameuses calories justement. Tous les jours, on a ces besoins caloriques pour que notre corps fonctionne correctement. Pas moins, pas plus. Évidemment, si on en mange plus, on augmente le risque d'avoir des aliments à charge glycémique élevée et inflammatoire élevée. C'est normal. Mais et si on en mange moins, on augmente le risque d'avoir des carences. Est-ce que c'est faux que de dire que le problème de poids, de surpoids, voire d'obésité, c'est avant tout un problème psychologique, donc émotionnel? On ne peut pas dire ça parce que tout est interrelié. Si je n'ai aucun problème émotionnel, mais que je mange de la viande tous les jours, qui va être inflammatoire pour moi. Oui, mais si vous mangez de la viande tous les jours, c'est que vous avez un problème émotionnel. Ah bon? Non? Je connais plein d'hommes c'est vrai qui mangent de la viande tous les jours. Viande tous les jours. C'est pas pour combler quelque chose? À commencer par mon père. Ok, d'accord. Qui a fait 3 cancers, okay. Mais qui est toujours en vie du coup, parce qu'on a pu rectifier le tir à chaque fois. Mais non, c'est pour combler son besoin gustatif et sa culture. Mais est-ce que être dans l'excès, parce que là pour le coup on est dans l'excès, est-ce que être dans l'excès ne veut pas dire à la base qu'il y a un problème? On a besoin de compenser en étant dans l'excès. Compenser quoi? Sans doute quelque chose émotionnellement impacté. Ça peut effectivement être une problématique sous-jacente. Après, c'est difficile de dire que personne n'a de problème émotionnel, ça c'est sûr. de toute façon. Ça c'est sûr. Donc oui. La tablette de chocolat avec les noisettes, quand on la descend d'un seul coup, c'est qu'il y a peut-être un petit problème émotionnel. Tous les excès, effectivement. Bien sûr. Donc oui, si on est dans l'excès, oui. Mais après, on peut très bien avoir quelqu'un qui mange de la viande régulièrement sans que ce soit excessif. C'est devenu excessif parce qu'on sait maintenant que c'est un excès et qu'on devrait manger de la viande 1 fois par semaine, maximum. Vous avez vu l'illustration qu'on a mis avec cette photo de vous, certes, mais la photo au fond, en toile de fond, avec cette... c'est souvent la réaction qu'on en a. On se dit, allez, pour faire un rééquilibrage alimentaire, je vais dire ça d'une manière un peu triviale, allez, on va bouffer du verre,
Et ça va être ça, ça va être ça pendant des jours et des jours et des jours. C'est pas vrai, en fait. Non, c'est vrai qu'il faut des légumes et des fibres, c'est la base de l'alimentation. Mais non, on peut pas. De toute façon, si vous suivez un régime que vous ne pouvez pas suivre tous les jours sans être frustré, c'est pas bon. Mmh. C'est vraiment la chose à garder en tête. Si ce que vous faites au quotidien, si ce que vous mangez ne vous satisfait pas, et que vous ne pouvez pas garder ça à vie, c'est pas bon. Donc non, manger de la salade tous les jours. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai mangé au petit déjeuner? Vas-y. Par exemple, j'ai mangé de l'avocat et du foie de morue. Alors, l'avocat, je peux comprendre. Le foie de morue, je vais avoir un peu plus de mal. Mais vous savez que dans les hôtels, quand vous avez les buffets de petit déjeuner, Oui, vous avez de la verdure, de la salade, des lentilles, vous avez des choses comme ça. alors j'ai mangé de l'avocat sous forme de guacamole. Ouais. Je suis fan. Mais parce que vous Et- préférez le salé au sucré le matin? Oui, je Ok. préfère, et ça me convient mieux. Ouais. Mais il m'arrive souvent de manger du sucré après mon salé. Je fais plutôt un brunch. Ok. Et le foie de morue, parce que c'est très riche en vitamine D et en oméga 3. Ça, je Et vous le que laisse. je voulais être rassasiée pour l'émission. Mmh. Donc, Comme ça, au moins, c'est bien. Bon, quel est votre petit péché mignon, alors? le cheesecake. Ah. Je suis fan du cheesecake. Et donc, je le fais moi-même. Voilà, la chose à bien comprendre, c'est que tous les desserts, vous pouvez manger tous les desserts que vous voulez à partir du moment où vous les cuisinez vous-même avec les bons ingrédients. Mmh. Et ça a sauvé ma gourmandise. Et qu'est-ce que vous nappez dessus? Généralement, du coulis de fruits rouges. Donc, moi, je suis très framboise. Ok. Et pas trop sucré, évidemment, ça n'est pas... Non, je vais utiliser plutôt du sucre de coco. Je mélange avec un petit peu d'érythritol qui permet d'abaisser la charge glycémique. Mmh. Ou Il- pas, d'ailleurs. Il est là-dedans? Oui. Tout Oui, est oui. là. Hein. Il y a 2 recettes de cheesecake dedans, d'ailleurs. Le self-hacking, qui veut dire Autopiratage. autopiratage. Ça faisait mieux en anglais. Donc là aussi, bon nombre de recettes. On va juste dire un petit mot sur l'ensemble de vos ouvrages, et notamment du petit dernier qui a suscité le titre. Alors, ça ne sera pas la couverture Non. définitive, évidemment, parce que, comme vous le disiez, quand on le voit comme ça, on se dit oh, « c'est un truc scientifique C'est trop compliqué. ». Ouais, il y a quelque chose de compliqué, et on se demande. On a craqué le code de la minceur. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'on a compris. À l'heure actuelle, les études scientifiques existantes nous permettent de comprendre comment perdre du poids sainement et durablement. Attention, c'est pas moi qui ai craqué le code de la minceur. Hein. D'accord ? Je suis pas à l'origine d'une nouvelle méthode, même si elle s'appelle méthode Châtaignier. Moi, je n'ai fait que adapter, mettre des ponts entre les disciplines existantes et comprendre. Et les études scientifiques qui ont été menées. Exactement. Ouais. Les méta-analyses qu'on a aujourd'hui nous permettent de comprendre l'impact de la charge glycémique. Comme je l'ai dit, il y a un consensus scientifique là-dessus depuis 2015. Donc même l'OMS en parle maintenant. Donc la charge glycémique en priorité, la charge inflammatoire, la charge toxique et la charge mentale. Et dans ces 4 piliers, dans ces 4 charges, vous allez toucher à tous les facteurs qui concernent le surpoids et le bien-être et la santé qui va avec. La question qu'on peut se poser, il n'y a jamais eu autant d'études, on n'a jamais eu autant de recul, il n'y a jamais eu autant de professionnels de santé, il n'y a jamais eu autant d'émissions qui parlent de tout ça, et il n'y a jamais eu autant de gens dans des situations improbables sur leur santé, sur le poids, le surpoids et l'obésité. Oui, parce qu'encore une fois, on va aller chercher ce qui va le plus vite. Par exemple, on a le jeûne intermittent. Ça aussi, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais c'est génial, c'est un hack super, mais encore faut-il le faire correctement par rapport à son profil. Donc oui, le jeûne intermittent, moi je le fais 5 jours sur 7. Par exemple, vous allez dire, j'ai plus besoin de perdre de poids. Non, je le fais pas pour ça, je le fais encore une fois par rapport à mon inflammation chronique. Et parce que ça vous fait du bien et que vous le sentez. Exactement. Ouais. Donc comment vous le mettez en pratique? Comment il se met en pratique? Alors, pour moi, par rapport à mon cas, je mange le matin, j'adore petit déjeuner, je mange à 14h, je vis en Espagne, donc je mange à 14h, et je ne remange pas jusqu'au lendemain matin. Donc j'ai 16 heures de jeûne. Sauf le week-end, parce que le week-end, on peut faire la fiesta, on se lâche. Voilà. Bonne paella, qui va bien, voilà, ça c'est bien. Exactement, et je mange de la paella. Et vous mangez de la paella, bien sûr. Non mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de frustration pour le coup. Et c'est ça que vous mettez en avant aussi, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où on décide de se prendre en charge sur l'alimentation et qu'il y a une frustration, c'est que cette prise en charge ne nous correspond pas. Exactement. Donc il faut réadapter. Et c'est là où être accompagné par un hypnonutritionniste, par exemple, va être important, parce que
on va nager dans toutes les informations, comme vous l'avez dit, on va nager, on va pas savoir ce qui est bon pour nous, on va peut-être même essayer des choses qui peuvent être dangereuses pour notre santé, qui peuvent créer des carences ou des excès divers et variés. Si vous faites de l'hyperprotéiné, par exemple, justement, et que vous allez baisser votre apport de fibres, vous augmentez les facteurs de risque et cardiovasculaires et de diabète. Enfin, il faut regarder. Il y a beaucoup de bon sens, mais il y a aussi des choses qu'on sait maintenant, encore une fois, scientifiquement. Donc ce jeûne intermittent, vous le mettez en place 5 jours sur 7. Alors ça, pour moi, pour vous. Les patients ne sont pas obligés de faire le jeûne intermittent, évidemment. Bien sûr. Et parfois, le jeûne un peu plus, on va dire, soutenu. Alors, encore une fois, selon les profils, ça peut être bien pour certaines personnes, mais il faut faire très attention. Ça doit être accompagné. Ouais. Parce que d'un point de vue médical, quand vous faites un jeûne prolongé, alors si c'est un jeûne d'une journée, ça posera généralement pas de problème. Sauf si vous avez des troubles du comportement alimentaire, où là, ça peut augmenter par la suite les troubles. Donc, attention à ça. Et si vous n'êtes pas en surpoids, ça peut être problématique aussi, parce que plus vous jeûnez, en fait, quand vous faites un jeûne à long terme, comme jeûne et randonnée, par exemple, ben, plus vous allez, une fois que vous avez puisé dans votre réserve de glucose, donc de sucre, ce sont vos protéines, c'est votre masse musculaire qui va fondre. Et le cœur est un muscle. Donc, il y a eu des décès. Il faut faire très attention, ça doit être extrêmement encadré. Et on en voit beaucoup en ce moment. Il y a énormément, ça pullule de partout, à chaque fois. Il y a des week-ends en immersion, il y a des tas de choses qui sont mises en place. Donc, restez vigilants sur cet accompagnement et sur la manière dont c'est mis en place et proposé. Voilà. Il n'y a pas de risque à faire le jeûne intermittent à partir du moment où, dans votre période de nutrition, vous apportez tout ce dont votre organisme a besoin. Là, vous le faites, notamment, vous aimez le matin, vous mangez à 14h et plus rien jusqu'au lendemain matin. Mais ça peut être l'inverse. On peut ne pas manger le matin et peut-être plus manger... Alors, si vous voulez perdre du poids plus vite, ça ne sera pas judicieux. Ok. Vous pouvez le faire. Il y aura des incidences bénéfiques pour la santé. Ok. Les études le montrent. Mais ça ne va pas aussi vite pour perdre du poids. Ça, c'est un élément important. Self-hacking, donc on l'a dit. Vous avez également les 40 recettes avec le petit carnet de bord. Les 40 secrets, le carnet de bord. Les 40 secrets, pardon. Alors celui-là, il est très girly, il était vraiment spécifique pour les femmes. Pour prendre en compte justement l'aspect émotionnel aussi, écrire un petit peu où on en est chaque jour. Et ça, c'est important. Et c'est très important, évidemment, de pouvoir savoir où on en est émotionnellement et en même temps écouter son corps, apprendre à écouter son corps. Et on va avoir dans tout l'accompagnement les séances d'hypnose qui vont accompagner aussi pour aider émotionnellement. Et les hacks, je veux dire, là on va parler justement de la charge toxique aussi, c'est-à-dire dans les aliments, ce qu'on va trouver comme pesticides, perturbateurs, etc. Donc savoir choisir, en fait c'est savoir choisir son aliment, vraiment devenir conscient de ce que l'on mange et de l'impact que ça peut avoir sur nous. J'ai le sentiment qu'il y a comment dirais-je, ça semble, on a l'impression d'être face à l'Everest quand on a envie de se prendre en main et on se dit ça va être compliqué, ça va être long. Mais une fois que les automatismes se mettent en place, une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien maîtrisé l'écoute de notre corps, l'écoute de nos émotions, etc., et les outils que vous préconisez, j'ai le sentiment que voilà, les choses roulent après assez facilement. C'est comme apprendre une langue. Oui. Quand on apprend une nouvelle langue, au début, c'est fastidieux, c'est difficile. On se dit qu'on va pas y arriver au démarrage. Et puis après, petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Et on a compris. Il faut apprendre le langage de notre métabolisme, de notre corps. En fait, c'est notre véhicule. Ce corps est notre véhicule. Donc, pour traverser cette vie. Et la première des choses qu'on devrait faire, c'est en prendre soin. Mais évidemment, on ne sait pas comment parce qu'on n'a pas appris. On devrait même apprendre ça à l'école. Maigrir et être en bonne santé, ça s'apprend, le guide technique à l'usage des professionnels, parce que vous formez? Oui. Je forme les professionnels de santé, que ce soit diététiciens, hypnothérapeutes, ou tout professionnel de santé, à l'hypnonutrition, effectivement. Mais attention, je ne vends pas de formation telle qu'on pourrait le croire, en fait. C'est une licence de marque. Tous les professionnels qui veulent apprendre ont simplement une licence de marque mensuelle, et ils ont accès à tout.
Voilà, on mettra évidemment autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact, avec Frédéric. Vous vous rendez compte que vous avez un nom en rapport avec l'alimentation, ce qui est quand même incroyable. Châtaignier. Non, mais c'est un comble. Et en plus, la châtaigne est très bonne pour la santé. Et Elle est très alcaline. calorique. On s'en moque. OK. Sa charge glycémique n'est pas tant élevée que ça. OK. Et elle contient du potassium. Donc le potassium est bien anti-rétention d'eau. Et non, c'est un très bon aliment. Donc, si on fait une petite synthèse, alors j'ai oublié celui-là évidemment aussi, la méthode Châtaignier avec l'alimentation des gens heureux. Et quand on voit Frédéric, on a bien compris qu'elle a trouvé sa voie, son équilibre de vie. C'est vrai, vous avez trouvé votre voie. Oui. Magnifique. C'est vrai. De là où vous revenez, la petite Twingo, elle est loin quand même. Elle est loin, oui. Hein? Et c'est chouette. Est-ce que vous, de temps en temps, vous regardez un petit peu en arrière en vous disant ah ouais, quand même. Je pratique la gratitude tous les C'est matins vrai en me disant je suis très contente d'en être arrivée là. Mmh. Par rapport à mon bien-être actuel Mmh. de santé, parce que je ne sais pas dans quel état j'aurais été si je n'avais pas fait ce parcours-là, honnêtement. Donc si on fait un petit résumé, le calculateur de charge glycémique. Il est sur l'application Goût de Sésame. Goût de Sésame. Ok, donc ça c'est important de le maîtriser et dans un premier temps de l'apprivoiser et ensuite on aura les réflexes nécessaires pour savoir et on saura exactement en fonction de ce que l'on mange et en fonction des proportions, on saura faire le calcul directement quasiment. C'est très facile à utiliser en plus, c'est vraiment intuitif et ludique, parce que dans Goût de Sésame, c'est une super équipe, franchement, qui a travaillé là-dessus. Ils ont mis en place des objectifs aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un objectif anti-inflammatoire et on va avoir un filtre qui va nous mettre toutes les recettes qui correspondent à cet objectif. Donc on n'a pas besoin de calculer. 9000 recettes, il y en a 9000, oui. Ouais, donc plus besoin de chercher, de calculer ou quoi que ce soit. Toutes les recettes vont être directement compatibles. Goût de Sésame. Goût de Sésame. Ok. C'est une application. C'est une application gratuite à télécharger sur le téléphone. Voilà. Et encore une fois, sur une journée, la charge glycémique doit être comprise entre 80 et 120. Si on veut maintenir son poids. Sur une journée, hein. Sur une journée. Ok. Oui, ce qui laisse de la marge quand même. Oui, quand même, ouais, quand même. Et puis si on voit qu'on va augmenter, on sort marcher ou faire du sport. Donc, on prend cette application, on calcule le taux de cette charge glycémique pour voir si effectivement on est dans les clous ou pas. On réajuste au fur et à mesure. On essaie aussi de travailler sur ses émotions parce que c'est ce qui va sans doute déterminer beaucoup de choses. C'est là où l'hypnose et l'accompagnement avec un hypnonutritionniste peut être intéressant. Effectivement, pour commencer, pour se mettre sur la voie. Essayer et puis de comprendre. C'est ça, d'être accompagné, de comprendre. Et en fonction, parce qu'on a un questionnaire de santé qui est très poussé, on va regarder les carences aussi alimentaires, mais en micronutriments. On va regarder sur chaque profil quelle charge on va travailler en premier. Donc on va pas non plus prendre quelqu'un et lui dire bon ben voilà tout ce que vous devez faire dès la première consultation. En fonction du profil, on va dire bon ok, on va peut-être commencer par travailler là-dessus parce que c'est la priorité, que ce soit peut-être les émotions ou la charge glycémique ou l'inflammation, selon chaque profil, et on avance au fur et à mesure. Et quand la personne a compris, elle a appris en fait, après elle est libérée. Elle est libérée des régimes, et elle est libérée de sa problématique aussi, et elle sait continuer, évidemment il faut continuer son chemin avec une hygiène de vie équilibrée. Est-ce qu'aujourd'hui, alors donc on termine, on a dit, est-ce qu'il y a un troisième point que vous mettriez dans l'ordre? On a commencé par la charge glycémique, on a commencé ensuite par l'hypnonutrition, l'accompagnement pour une hypnonutrition. Dans l'ordre, qu'est-ce que vous préconisez? Pour quelqu'un qui voudrait perdre du poids, il y a plein de possibilités. Ça peut être ma chaîne YouTube pour voir tout ce que j'explique déjà dessus. Ça peut aider. Ça peut être les livres. Et j'ai ouvert aussi des semaines de cure en Espagne, directement chez moi. Donc ça, c'est une possibilité. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une possibilité. On mange bien? On mange de la paella. Oui, on mange bien. Et on apprend à manger, à cuisiner. Et on apprend à manger, à cuisiner. Et donc, les idées reçues qui consistent à dire « j'ai pas le temps ». C'est une organisation. Vous avez le temps de vivre, parce que, comme on dit, si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre santé, il faudra prendre du temps pour être malade. Alors ça, c'est une punchline. Voilà. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre santé, il faudra prendre le temps de vous occuper si vous êtes malade.
c'est quand même prioritaire, la santé, si on veut Un peu. vivre. C'est sûr, c'est sûr. Je suis très très content d'avoir pu échanger avec vous parce que je trouve que vous ne faites pas partie, pardonnez-moi l'expression, mais des ayatollahs voilà, de la bien-pensance alimentaire. Vous voyez ce que je veux dire? De ceux qui veulent, ils se disent voilà, moi je sais, je suis sachant, machin. Non, vous avez un vécu qui a été dur. Il y a eu une prise de conscience et à l'issue de la prise de conscience, évidemment, vous avez mis en place des choses qui amènent à l'expertise et à ce que vous préconisez, à l'accompagnement que vous offrez aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est légitime. Ça vous légitimise quelque part. Voilà. Et en plus de ça, on voit que sur vous, effectivement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien sûr, mon bois de forme. Et je suis ménopausée. Bon. Non, je le dis parce que beaucoup de femmes... Ça aussi, c'est important. Voilà, c'est un sujet beaucoup de très femmes important pensent pour femmes. qu'après 50 ans, avec la ménopause, oui. on ne peut plus maigrir, etc. J'ai plus de 50 ans, ok, je suis ménopausée et ça ne me fait pas prendre du ventre. Ouais. Ça aussi, il y a des idées reçues là-dessus, où on dit qu'une femme qui, effectivement, soit en préménopause, soit en ménopause, grossit obligatoirement. Vrai? Les hormones changent, vrai, mais on n'est pas obligé de grossir. Si on sait hacker son métabolisme, non? Vous dites, je suis hackeuse dans la vie, non? J'aime bien. Je suis hackeuse. Ah bon? Voilà. En tout cas, c'est au travers de vos ouvrages. Merci beaucoup, Frédérique. Merci beaucoup, Marc. Merci infiniment pour cette analyse. Lisez tout cela, procurez-vous ces ouvrages. On va vous mettre autour de la vidéo. Oui, Oui, vous voulez rajouter un truc? j'ai oublié de dire, on peut les trouver sur zenemoi.fr. Oui, zenemoi.fr, absolument. Mais on va mettre autour de la vidéo tous les liens, dont celui-ci, évidemment. Le lien également pour calculer le fameux indice. C'est ça, hein? La charge glycémique? La charge glycémique, voilà, exactement. Et puis voir évidemment de quelle manière on peut vous accompagner au mieux pour que vous soyez serein dans votre vie de tous les jours, dans votre alimentation, c'est important. Merci Frédérique. Merci Marc. À très bientôt. Vous commentez, vous partagez bien entendu, avec bienveillance comme toujours. On va lire tous vos commentaires et puis cliquez pour rentrer en contact avec les équipes de Frédérique. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.